Je m'appelle Marguerite Fontaine, j'ai 85 ans. J'ai organisé, photographié et documenté les dernières années de mon mari avec une telle perfection que j'ai oublié de simplement être avec lui. J'ai 12 petits-enfants dont je connais mieux les visages à travers mon objectif qu'à travers mes propres yeux. Voici ce qui s'est passé. Voici ma confession, celle que je murmure dans cette maison silencieuse. Je regrette d'avoir traité le vieillissement de mon mari André comme un problème à gérer plutôt qu'un chemin à parcourir ensemble. J'ai manqué le dernier chapitre de notre histoire d'amour parce que j'étais trop occupée à l'organiser, à trouver des solutions et à le documenter, au lieu de simplement le vivre avec lui. L'amour, en fin de compte, ne consiste pas à réparer ou à mettre en scène. Il consiste à être présent, à s'asseoir dans le désordre de la vie, main dans la main, sans plan. Tout a commencé il y a environ 3 ans, ici même dans notre véranda à Lyon. La vue sur les collines de la Croix-Rousse était aussi belle que toujours. André a fait une petite chute, juste un faux pas en se levant de son fauteuil. Physiquement, il allait bien, mais j'ai vu son regard. Ce n'était pas de la douleur, c'était une terreur silencieuse, la peur de devenir fragile, la peur d'être un fardeau. Pour moi, la peur a toujours pris le visage d'un plan. Mon esprit organisé s'est enclenché. Il fallait que je règle cela. Alors je suis allée acheter un beau cahier vierge. Je croyais me préparer pour l'avenir. Je construisais en réalité le premier mur. Je me suis assise avec André à notre vieille table de cuisine, celle autour de laquelle nous avions nourri nos 5 enfants. Mon nouveau cahier était ouvert, mes stylos prêts. Il nous faut un système, ai-je dit, avec une assurance que je ne ressentais pas. J'ai dressé des tableaux colorés pour ces médicaments, établi un programme de yoga, rempli un calendrier de rendez-vous médicaux. J'en étais si fière. Lui, il était simplement assis là. Ses mains, toujours solides, mais mouchetées par l'âge, reposaient sur la table. Il regardait comment j'organisais notre vie commune en cases bien séparées. Ce cahier est devenu mon bouclier, et j'ai commencé à le voir moins comme mon mari, et plus comme mon projet le plus important. Il adorait s'asseoir près de la fenêtre pour regarder les oiseaux. C'était sa paix simple. Je me suis dit, je peux améliorer cela. J'ai acheté un guide illustré sur les oiseaux de France, installé mon trépied pour capturer le cliché parfait. Je lui commentais les espèces, les comportements. J'étais si occupée à améliorer le moment que j'avais cessé de le partager. Il y a eu un après-midi en particulier. La lumière était dorée. Je m'affairais avec la mise au point. « Attends un instant, André, ai-je dit sans me retourner. La lumière est presque parfaite. » Quand je me suis enfin retournée, le moment était passé. Il s'était endormi dans son fauteuil, un sourire léger et serein sur le visage. Il n'avait pas besoin de mon objectif. Il était simplement là. Et moi, j'avais raté ce moment parce que j'étais trop occupée à le mettre en scène. La vie a cependant une façon de briser les systèmes. L'automne dernier, notre fille Sophie est venue nous rendre visite depuis Paris avec ses 2 garçons. La maison est soudain devenue glorieusement bruyante. André était dans son élément, des histoires farfelues, des rires que je réalisais ne plus assez entendre. J'avais bien sûr mon appareil photo.
Après leur départ, le silence pesait plus lourd. Je voulais garder cette joie. Alors je me suis assise avec André sur le canapé et j'ai fait défiler les photos sur ma tablette, pointant la composition, les vrais sourires, analysant un cliché de lui riant avec le petit Théo. C'est alors qu'André a doucement pris la tablette de mes mains. Il ne l'a pas regardée. Il l'a posée sur la table basse. Puis il a pris mes 2 mains dans les siennes. Sa poigne était encore si ferme. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a dit « Marguerite, mon amour, pose l'appareil photo. Sois simplement là avec moi. » Ce n'était pas une suggestion, c'était une supplication de l'homme qui avait aimé mon esprit créatif pendant 62 ans, mais qui se noyait maintenant dedans. Le mur que j'avais bâti avec mes cahiers et mes objectifs s'est effondré en un instant. Je ne voyais plus mon patient, mon projet. Je voyais André, l'homme qui avait construit cette maison avec moi, le père qui avait dansé dans la cuisine avec nos filles. J'avais traité le chapitre le plus sacré de notre histoire comme un problème à gérer. Toute mon organisation n'était qu'une danse frénétique contre le temps. J'essayais de contrôler ce que je craignais le plus de perdre. J'ai posé l'appareil photo, littéralement. Je l'ai rangé dans sa housse sur une étagère haute. Le cahier est allé dans un tiroir. Je ne savais pas quoi faire ensuite, mais je savais que je devais m'arrêter. Les semaines qui ont suivi ont été maladroites. C'était comme apprendre une nouvelle langue. Nous faisions toujours ces exercices de yoga, mais sans programme. Je l'observais simplement. Je voyais comment il fermait les yeux lors d'une flexion, non pour suivre mes instructions, mais pour ressentir l'étirement à sa manière. Nous regardions toujours les oiseaux, sans livre ni appareil. Parfois, nous restions simplement assis en silence, main dans la main. C'était la partie la plus difficile pour moi. Mon esprit criait de remplir le vide. Mes mains tressaillaient sur mes genoux. C'était lent et maladroit. Et pour la première fois depuis des années, c'était réel. J'ai recommencé à le voir vraiment. Non pas sa tension artérielle, ni l'heure de ses médicaments, mais lui. La façon dont ses sourcils se levaient légèrement quand un rouge-gorge se posait, une petite joie privée. La façon dont il fredonnait un vieux refrain en boutonnant sa chemise. Mes systèmes avaient filtré ces choses comme non essentielles. Elles étaient pourtant les seules qui comptaient. Mais le temps avait ses propres plans. Cet hiver-là, à Lyon, était particulièrement froid. La neige s'amassait contre le laurier teint devant notre fenêtre. André a attrapé un froid qui s'est installé dans sa poitrine. Aucune chute, aucune crise que mes tableaux auraient pu prévoir. C'était juste un ralentissement. L'horloge qui s'enroule doucement. Il s'est éteint dans son sommeil, un calme matin de janvier. J'étais là, à ses côtés, tenant cette main. Pour une fois, je ne pensais pas à ce qu'il fallait gérer. J'étais simplement là, sentant la chaleur quitter sa peau. C'était à la fois la présence la plus totale et le plus grand effondrement que j'ai jamais connu. Après son départ, la maison était silencieuse d'un silence différent. Non plus le silence de mon efficacité, mais le silence de l'absence. Je déambulais devant la mangeoire à oiseaux, devant le tapis de yoga dans la véranda, devant le tiroir où vivait ce cahier. J'étais entourée des preuves de toute une vie de documentation. Un beau musée silencieux. Mais le souvenir que je cherchais, celui qui m'envahissait jusqu'aux os, ne se trouvait dans aucun cadre.
C'était celui qui n'avait pas été photographié. La chaleur de sa main dans la mienne sur ce canapé, sans tablette entre nous. Le poids de sa tête sur mon épaule durant cette dernière semaine. J'avais 1000 photos de son sourire, mais je les aurais toutes échangées pour 5 minutes de plus de la réalité, simplement assis à ses côtés. Le regret s'est alors installé, non pas comme une tempête, mais comme un brouillard constant et pesant. J'avais manqué le dernier chapitre parce que j'étais trop occupée à en écrire l'index parfait. Le deuil, pour une femme comme moi, doit devenir action. J'ai regardé autour de cette maison pleine et vide, et j'ai pensé à nos 12 petits-enfants, leur vie défilant en accéléré. Et j'ai réalisé avec une douleur aiguë. Je connaissais leur visage mieux à travers mon objectif qu'à travers mes propres yeux. J'ai fait une promesse à André et à moi-même. La prochaine fois que Sophie est venue avec les garçons, j'ai laissé mon téléphone dans la cuisine. Quand Théo, 7 ans, a couru me montrer un dessin, une fusée sauvage et gribouillée, je n'ai pas dit « Attends que je prenne une photo ». J'ai pris la feuille, je l'ai tenue, je l'ai vraiment regardée. J'ai dit « Parle-moi des flammes » et j'ai écouté toute son histoire haletante sur la propulsion des fusées. J'ai vu ses yeux s'illuminer et pendant cette minute-là, j'étais simplement présente. Puis Léo a voulu construire une cabane dans le salon. Il traînait les couvertures du canapé. Mon premier instinct était de l'aider à la concevoir parfaitement, de documenter la construction. Mon deuxième était de m'inquiéter pour mes vieux genoux. J'ai surmonté les deux. J'ai dit « Fais-moi une place ». Je me suis laissé glisser jusqu'au tapis. Une bonne minute, avec des gémissements inclus. Mais j'étais assise là, dans la cathédrale de couvertures et de chaises, dans le désordre de leurs rires. La lumière était douce et parfaite, et je n'ai pas une seule fois regretté l'absence de mon appareil. C'était le moment le plus beau et le plus brut que j'avais vécu depuis des années. Mais cet apprentissage était arrivé trop tard pour André. J'ai eu ces quelques semaines à simplement être avec lui après avoir posé l'appareil. Une poignée de matins réels. Et puis il est parti. Le lendemain des funérailles, quand les enfants étaient rentrés dans leur ville, je suis allée à ce tiroir. J'ai sorti le cahier. Je me suis assise à la même table et je l'ai ouvert. Tous ces tableaux colorés me fixaient du regard, la carte d'un voyage que je n'avais jamais fait. J'ai glissé mon doigt sur le programme de yoga du mardi 12 novembre. Je me souvenais de ce jour. J'étais si concentrée à lui faire tenir la posture 30 secondes que j'avais manqué son sourire malicieux, celui de notre jeunesse. Je l'avais manqué parce que je regardais l'horloge. J'ai posé la tête sur le bois frais de la table et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tous les sourires que j'avais documentés au lieu de les ressentir, pour ces après-midi à observer les oiseaux où je lui parlais sans l'écouter. J'avais 5 enfants, 12 petits-enfants, une maison pleine d'amour, et j'avais laissé l'homme que j'aimais le plus se sentir comme un projet. Je me suis mise à errer dans la maison. Le pire, c'était mon atelier. Mon matériel était couvert de poussière. Au mur, une série de tirages encadrés dont j'avais été si fière. Une étude des mains d'André. Des gros plans de ses mains tenant une tasse de café, tournant la page d'un livre posé sur la coudoir. Techniquement parfaite, lumière magnifique. J'ai regardé ces photos et j'ai eu la nausée.
parce que je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais simplement tenu ses mains sans penser à la composition. La façon particulière dont son pouce caressait mes articulations quand il réfléchissait. C'était parti. Tout ce qu'il me restait, c'était la photo. Un après-midi, j'étais dans le salon. La lumière était cette teinte or de fin d'hiver. Elle tombait sur son fauteuil vide. Et pendant un instant, je le jure, je l'ai vu là. Pas un fantôme, juste un souvenir si vif qu'il semblait réel. Il souriait de ce sourire tranquille et endormi. Et j'ai entendu ma propre voix, comme venant d'une autre pièce. « Attends un instant, André, la lumière est presque parfaite. » C'est là que je l'ai dit à voix haute, à la pièce vide. Je suis tellement désolée. Juste ça, encore et encore. Je suis tellement désolée de t'avoir manqué. Je suis tellement désolée de ne pas avoir été là. Je croyais que mon organisation, mon efficacité, c'était de l'amour. C'était ma langue. Mais il n'avait pas besoin de traducteur. Il avait juste besoin de moi. Et pendant 3 ans, je lui ai donné une gestionnaire plutôt qu'une épouse. Le regret est quelque chose de physique. Il est dans le silence. Il est dans la façon dont je prépare une seule tasse de café au lieu de 2. Il est dans le côté vide du lit. Mais voilà ce que je commence à comprendre. Ce regret, c'est mon professeur maintenant. C'est le rappel cinglant qui retire ma main quand elle cherche mon téléphone chaque fois qu'un petit enfant entre en courant dans la pièce. C'est la voix qui dit « Regarde simplement, écoute simplement ». Le dernier cadeau d'André ne fut pas seulement son amour. Ce fut cette demande simple sur le canapé. « Sois simplement là avec moi ». Il me montrait la sortie de ma propre peur. Il voyait le mur que je bâtissais, briques colorées après briques colorées, et il m'aimait assez pour me demander de m'arrêter. Je n'y suis pas arrivée à temps pour nous, c'est mon chagrin. Mais j'y suis arrivée maintenant, et cela change tout. Ce n'est pas facile. Certains jours, la peur d'oublier est si forte que mes doigts tressaillent vers un appareil. Mais alors je me souviens de son visage. Non pas celui des photos, le vrai. Celui qui me regardait avec un amour si patient et demandait la chose la plus simple du monde. Sois simplement là. Sois simplement là. Voilà la leçon. La seule qui compte vraiment. Et il m'a fallu le perdre pour la comprendre. Alors laissez-moi vous dire ce que je comprends maintenant, à 85 ans, assise dans cette maison silencieuse à Lyon. Ce sont les 7 vérités sur le vieillissement après 80 ans que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Premièrement, l'amour n'est pas un plan de projet. On ne peut pas créer des codes de couleurs pour entrer dans le cœur de quelqu'un qui veut simplement être vu. Tous ces tableaux n'étaient que la peur déguisée en compétence. Deuxièmement, les moments les plus importants résistent à la photographie. Ils vivent dans la chaleur d'une main, le poids d'une tête sur votre épaule, le silence partagé qui n'a pas besoin d'être comblé. Troisièmement, votre besoin de contrôler n'est qu'un cri dans le vent. Cela ne ralentit pas le temps. Cela vous fait passer à côté du temps que vous avez. Quatrièmement, la présence est une déclaration d'amour plus forte que la perfection. André n'avait pas besoin d'une journée parfaitement gérée. Il avait besoin de son épouse assise à ses côtés. Cinquièmement, le regret est un professeur, si vous le laissez l'être. Ce sentiment pesant dans ma poitrine n'est pas là pour me punir. Il est là pour me rappeler, chaque jour, de poser ce fichu appareil. Sixièmement,
Il n'est jamais trop tard pour poser l'appareil. Je l'ai fait avec seulement quelques semaines qui me restaient avec lui. Je le fais maintenant avec mes petits-enfants. Le moment où vous choisissez d'être présent est le moment où vous commencez. Et septièmement, le dernier chapitre ne consiste pas à gérer une fin. Il consiste à partager le voyage, main dans la main, sans plan, à s'asseoir dans le beau et terrifiant désordre de tout cela, ensemble. Si vous aimez quelqu'un qui vieillit, un parent, un époux comme mon André, un ami cher, entendez ceci de la part de quelqu'un qui a organisé l'amour hors de sa vie. Posez le cahier, maintenant, fermez-le, tenez la main à la place, écoutez la même histoire pour la 100e fois, comme si c'était la première, parce que pour eux, dans ce moment, c'est bien le cas. Ne planifiez pas juste la visite, soyez-y pleinement. Remarquez la lumière dans leurs yeux, non pas à travers un objectif, mais avec les vôtres. Les systèmes peuvent attendre. Le moment, lui, ne peut pas. Il est fugace et fragile, et il est tout. N'attendez pas une supplique silencieuse sur un canapé pour vous réveiller. Commencez aujourd'hui. La prochaine fois que vous serez avec eux, laissez votre téléphone dans une autre pièce. Laissez vos mains vides pour qu'elles puissent être tenues. Ce sera maladroit au début. Vous ressentirez l'envie de faire quelque chose, de capturer quelque chose. Ressentez cette envie et puis laissez-la passer. Soyez simplement là. J'ai de l'espoir maintenant, mais c'est un espoir honnête. Il n'efface pas mon regret, mais il l'utilise. Mon regret est la boussole qui me ramène vers ce qui est réel. J'ai 85 ans. Mon corps est lent, mais j'apprends encore. Et si moi je peux apprendre, vous le pouvez aussi. Il n'est jamais trop tard pour choisir autrement. Cette chaîne est remplie d'histoires comme la mienne. Si mon histoire sur André, les oiseaux et les tableaux multicolores vous a touché, si elle vous a fait penser à quelqu'un, je vous serai reconnaissante de vous abonner et d'activer les notifications. Il y a ici d'autres voix, d'autres sagesses issues de vies pleinement et parfois maladroitement vécues. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous gérez quand vous devriez simplement l'aimer? Quelqu'un dont vous avez besoin de tenir la main sans aucun appareil entre vous? Vos mots pourraient aussi aider quelqu'un d'autre qui les lirait. Si ce message vous a touché, appuyez sur ce bouton « J'aime » et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Un ami, un frère ou une sœur, un enfant adulte qui prend soin d'un parent. Peut-être avez-vous votre propre histoire. Il y a un formulaire dans la description où vous pouvez la partager. Votre histoire pourrait être celle qui aide une autre personne à choisir la présence un peu plus tôt. Et si vous cherchez un livre qui m'a aidé, je vous recommande « Le temps est un cadeau » de Joan Chittister, non pas sur le rangement de votre maison, mais sur le rangement de votre âme pour les derniers chapitres. Le lien est dans la description. Ne soyez pas comme j'étais. Ne laissez pas votre amour ressembler à une liste de tâches. La vie, surtout cette partie avancée, n'est pas faite pour être mise en scène. Elle est faite pour être vécue. Quels que soient les jours qu'il vous reste, quels que soient les jours qu'il leur reste, remplissez-les avec la vérité désordonnée et réelle du fait d'être simplement là. C'est le seul travail qui compte. Sois simplement là.